It will be a mix of English and French, mainly French. We have only one speaker who's 100% English, Mr. from Egypt, and others that speak are more fluent in French. So I'll mix between French and English. I'll start with French. So, le sujet, c'est comment imaginer la création d'écosystèmes qui réussiraient pour notre continent, pour le continent africain. Ce que je vous propose, on va faire d'abord deux tours, et ensuite on passera la parole à la salle pour vos questions et vos interventions. Courtes, j'espère qu'elles seront courtes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a que 45 minutes. Mais pour commencer, comme on a 5 speakers de très haute qualité, leur donner la parole rapidement pour nous parler de leur propre écosystème national, et surtout des facteurs, ce qu'ils considèrent eux comme des facteurs clés de succès dans ce qu'ils ont vécu, dans leur propre expérience. Donc je vais commencer sans plus tarder par Madame Eraki. Je vous passe la parole. Merci Monsieur Balafrej. Bonjour à tous. De par ma fonction, je suis au ministère de l'Industrie en charge de l'innovation des technologies avancées. On a pu lancer la stratégie Maroc Innovation depuis en 2011. Et clairement, cette stratégie a permis de mettre en place des briques de cet écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Je dirais que plusieurs chantiers, plusieurs projets ont contribué à ce qu'on voit aujourd'hui comme dynamique qui est en cours. Tout d'abord, la mise en place d'infrastructures d'accueil, d'infrastructures technologiques, technoparcs, les clusters, la mise en place de politiques de promotion de clusters, les cités de l'innovation, MACER, qui est une fondation pour la recherche orientée marché. Ajouter à cela un certain nombre d'instruments de financement de l'entrepreneuriat et de l'innovation qui se sont mis en place, le fonds de soutien de l'innovation avec principalement Intelac. Une troisième dimension aussi qui a énormément impacté l'écosystème, c'est la sensibilisation et la mise en place de modules de formation à l'entrepreneuriat dans quelques établissements pilotes, écoles d'ingénieurs, universités. Et enfin, je dirais le cadre juridique qui est aujourd'hui très important, le cadre juridique de la TPE qui a vu le jour cette année et qui va encore davantage impacter l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Donc je dirais que c'est plusieurs briques ensemble qui permettent de créer cet écosystème et c'est la qualité des liens qui existent entre les différents acteurs qui permettent au fur et à mesure d'apprécier la maturité d'un écosystème d'entrepreneuriat et d'innovation. Donc je dirais que pour nous au Maroc aujourd'hui, nous sommes, comme j'apprécie ce terme, en décollage. Nous avons un écosystème de l'entrepreneuriat qui est en train de décoller. Il faut encore l'accompagner, il faut encore le pousser vers l'avant. D'autres instruments, d'autres briques sont encore à construire, principalement celle de la formation, de l'accompagnement professionnalisé pour les différentes catégories d'entreprises, différentes catégories de start-up. Et puis, tout ce qui est instrument de financement pour aller vers plus de scale-up. Donc, accompagner les entreprises pour grandir, accompagner les entreprises aussi à aller vers le marché et vers l'international. Voilà aujourd'hui les trois grandes, pour moi, les trois grands facteurs de succès pour qu'on puisse accompagner notre écosystème entrepreneurial vers plus d'efficacité, plus de réussite. Voilà. Merci, Soumia. Je vais passer la parole à M. Hamid Boucheri. Je vais nous parler, pareil, de façon, de façon un peu de votre expérience, mais aussi ce que vous avez vu à travers justement cette longue expérience comme étant des facteurs clés de succès lorsqu'on crée un écosystème, d'abord au niveau local. Merci. Merci beaucoup pour l'opportunité de partager quelques idées aujourd'hui. Merci. Et bonjour à la salle. Il y a quelques têtes que je reconnais et que je salue au passage. Moi, je suis donc Hamid Boucheri. Je suis professeur à l'ESSEC en France. Et je suis acteur et témoin, on va dire, de l'évolution de l'écosystème français. Acteur depuis pratiquement la deuxième moitié des années 90, où j'ai commencé à mettre en place les briques
d'un écosystème interne à l'école, on va dire, de sensibilisation, de formation à l'entrepreneuriat, qui fait aussi de l'accompagnement. C'est le concept un peu de one-stop shop, on va dire. Donc l'accompagnement, le networking, l'investissement. Nous avons un modeste fonds d'amorçage qui nous permet d'être les premiers à prendre le risque sur les projets de nos étudiants à hauteur de 50 000 à 100 000 euros contre une participation au capital. Et puis d'autres choses qu'il n'est pas peut-être ici le lieu d'énumérer. Aujourd'hui, avec près de 20 ans de recul, qu'est-ce que je vois ? Je vois d'abord au niveau national en France un changement spectaculaire, un changement culturel spectaculaire et l'entrepreneuriat qui est devenu véritablement une valeur positive. Tout n'est pas encore parfait, il y a encore quelques petits points de blocage dans cet écosystème, mais quand même ça a beaucoup évolué. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? D'abord, si je me situe au niveau de l'école où je suis, le facteur clé de succès pour moi numéro 1, il est vraiment dû à ce déclic qui a été produit par la première vague Internet, la première vague .com, qui remonte à la moitié des années 90, où tout d'un coup, l'entrepreneuriat est devenu une valeur positive, est devenu une valeur désirable. Moi, je me rappelle que le premier jeune ESSEC que j'ai accompagné dans un voyage start-up, je me rappelle du premier, je me rappelle encore d'avoir reçu un coup de fil affolé de sa mère, qui paniquait parce que son fils qui avait fait des études, la famille avait fait des efforts, l'avait mis dans une prépa, ensuite il a intégré une grande école et puis il s'est mis à vouloir créer une start-up. Ça, c'était 1997-1998. Aujourd'hui, grâce à tout ce qui s'est passé, les familles aujourd'hui sont devenues des alliés dans cette affaire et je ne connais plus de familles autour de moi, autour de les amis des amis. Je ne connais aujourd'hui aucune famille là où je suis qui ne promeut pas l'entrepreneuriat à ses enfants. Donc je crois qu'il y a d'abord ce changement culturel. Deuxième, et puis j'arrête là, parce qu'il y en a peut-être beaucoup d'autres, mais moins importants, c'est la confiance, trust. C'est dire, on vous fait confiance, vous êtes capable, et nous vous accompagnons. Nous, quand nous mettons 50 000 à 100 000 euros dans un projet, il n'y a rien, il n'y a pas encore l'attraction nécessaire pour aller voir un accélérateur ou aller voir Hassan Haïdar qui était là. Il n'y a rien, il y a une envie, il y a une idée qui commence un peu à prendre forme, mais il n'y a rien, il n'y a pas de client, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de prototype. Et nous mettons 50 000 à 100 000 euros. Là-dessus, on dit, on vous fait confiance. 50 000, c'est qui ? Qui c'est qui met 50 000 ? L'école. L'école, c'est le fonds. Nous avons un fonds. C'est un fonds privée. C'est une école privée. C'est une école privée. Nous avons créé un fonds d'amorçage. Et en fait, avec le directeur général de l'époque, la discussion que j'ai eue avec lui pour mettre ce fonds d'amorçage, c'est une discussion qui a duré une demi-heure dans son bureau. On s'est dit, est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas ? On s'est dit, il faut le faire parce qu'à l'époque où nous avons lancé le fonds, il n'y avait plus beaucoup de capital amorçage et plus beaucoup de business angels en France après le premier éclatement de la bulle Internet. Il n'y avait plus rien. Et on s'est dit maintenant, il faut qu'on le fasse. Donc on le fait. Deuxième alinéa 2, on sait qu'on va perdre de l'argent. Parce qu'on connaît très peu de gens qui gagnent de l'argent sur le risque pur. Donc, troisièmement, comment il faut y aller, c'est une mission d'intérêt public et il faut se préparer à perdre de l'argent. On ne s'est pas dit combien le fonds va nous rapporter. On s'est dit combien nous sommes capables de perdre. Ce que les anglo-saxons appellent « what's your affordable loss ». Qu'est-ce que nous sommes capables de perdre ? Alors, le DG a dit on peut mettre là-dedans 500 000 euros. Et donc, on a commencé avec 500 000 euros, complètement dotés sur le budget de l'école. 2-3 ans plus tard, la Chambre de commerce, qui est notre tutelle, a vu que ça commençait à marcher, on commençait à faire de belles opérations, ils ont rajouté 500. Donc c'est devenu 1 million. Et grâce à je ne sais qui, peut-être d'abord au talent des entrepreneurs, pas à nous, mais au talent des entrepreneurs, nous avons fait 2 sorties qui nous ont rapporté 2,5 fois le fonds. Donc ça nous permet, nous, de remettre de l'argent dans la machine et de soutenir plus de projets. Mais c'est surtout la confiance. Parce qu'après, le business model, le ceci, la formation à ceci, la formation, tout ça, ça vient. Ce qui importe, c'est donner aux entrepreneurs la self-confidence.
Combien d'entrepreneurs vous avez incubé ou accéléré et financé sur cette période? Alors, aujourd'hui, sur toute la durée de fonctionnement de ce dispositif d'entrepreneuriat, je dois avoir quelque part comme 200 startups dans la nature. Donc, moi, quand des fois on me dit qu'est-ce que tu fais, je dis je suis accoucheur d'entreprise. Donc voilà, nous sommes une maternité, il y a 200 entreprises qui sont dans la nature. Le fonds a pris des participations dans 30 startups depuis qu'il existe. Voilà. Merci. Si Karim Mbarak, donc vous êtes vous-même d'abord entrepreneur et Oui. donc algérien, et vous contribuez aujourd'hui depuis quelques années à essayer de faire éclore un écosystème entrepreneurial dans l'IT, n'est-ce pas? Voilà, bon, je suis entrepreneur, mais ça, c'est une autre histoire. Si je suis là aujourd'hui, c'est déjà, je vous remercie vous, les gens qui sont ici, les organisateurs qui m'ont permis d'être présent parmi vous. Comme je pense en troisième position, donc je rebondis déjà à ce qu'a dit madame. En Algérie, je le dis clairement, on n'est pas en phase de décollage, mais on est encore sur la piste en train de régler les outils. Et je rebondis aussi sur ce qu'a dit monsieur. Vous aidez les startups, vous les financez pour évoluer. En Algérie, il y a des fonds qui peuvent arriver jusqu'à 1 million de dirhams. Voilà. Il y a les infrastructures, il y a tout ce qui est monitoring, tout ce qui est coaching, tout ce qui est business plan, tout ce qui est. Mais il manque une chose, comme je dis toujours, l'écosystème est comme une recette de cuisine. C'est-à-dire ce qui marche aux États-Unis, on ne peut pas le copier au Maroc ou bien en Algérie. Et même au niveau maghrébin, si on prend l'écosystème maghrébin et on essaie de l'adapter en Algérie, il se peut qu'il ne marche pas. Parce que, je le dis avec humour, au Maroc, on mange un peu épicé. En Algérie, moins épicé. Donc les épices, on peut les considérer comme accompagnement ou comme prise en charge du porteur de projet. Alors ce qui nous a poussé, nous, en tant que petite start-up en Algérie, c'est d'organiser un événement qui fédère et qui soit une plateforme pour pousser tous les étudiants, tous les porteurs de projets à connaître, à découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat, ce que c'est que les TIC, ce que c'est surtout les métiers du web et les possibilités que ça donne. Je citerai comme exemple, on a un site qui est connu, je pense que certaines personnes le connaissent, c'est Webknis. C'est un site d'annonce simple, malgré qu'il n'y a pas de paiement en ligne en Algérie. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, peut-être qu'il va être lancé, et c'est positif, en premier semestre 2016, mais j'ai lu qu'ils étaient classés sur Startup World Report en 48e place, où il y a 2 pays arabes, et qui pèsent presque 4 millions de dollars. Donc c'est quelque chose, moi je dirais que c'est un miracle parce qu'on n'a pas de paiement, on n'a pas comment recevoir de l'argent de l'étranger ou bien même d'Algérie via le web. Donc ce qui m'a plu ici, autre chose, j'assiste depuis ce matin, c'est que la plupart des gens sont anglophones. Et déjà, en Algérie, on est un pays francophone et dans nos événements, on pousse les jeunes étudiants à virer, à oublier un petit peu le français pour aller vers l'anglais. Et ça pour s'ouvrir vers le monde, parce que c'est un vrai frein. C'est un frein pour moi déjà. Moi, je suis de l'ancienne génération, mais j'essaye de faire que les gens, les jeunes, aillent dans une direction meilleure. On a un événement qui s'appelle Algérie 2.0. C'est 6 jours de conférences, de débats, de concours. Et la bonne nouvelle, c'est que tout est gratuit. C'est-à-dire, c'est ouvert à tout le monde et les gens qui participent sont du premier jour au dernier jour. C'est supporté par les sponsors. Ce qu'on a remarqué, on a fait 4 éditions. Je ne suis pas arrivé à 4 minutes, ça va. Voilà. Donc, je vais faire rapidement. Sur les 4 éditions, on a remarqué les retours. Parce que avant, par exemple, là où je suis au Cyberpark, il y avait une start-up, 2 porteurs de projets, mais chaque année, ça doublait, ça doublait, ça doublait. Et tout le monde est assis, attend le paiement en ligne pour que ça décolle, Inch'Allah. On sera sur la piste avec vous, madame. Merci beaucoup. À vous. Merci. Si Hicham Wahbi, donc, I'll give you a mic. Just the same question based on your experience
you have an incubator or an accelerator and a VC. What are the key ingredients that you see that helps you participate in the development of an ecosystem of entrepreneurship in Egypt? Sure. So I'm going to speak in English, and I hope that most of you can understand. My name is Hisham Wahbi. I am one of 4 partners in a company called InnoVentures in Egypt, which we started in 2011 to help startups, and we do that in a number of ways. We invest in startups in the very early stage, and we also provide a lot of support, training, mentoring, and so on. What I want to talk about is a lot of people here, since I've come, have been asking me about Egypt, and there's a lot of a lot of excitement and a lot of activity around startups, and so on. And my response, I think it's important to remember that building a startup ecosystem is very much like creating a startup itself. It's a startup in itself, and then a startup, the level of energy and motivation in the beginning, there's a big spike, and then there's you drop, and there's the trough of despair or the valley of despair, as those of you have read this in several books. And this is the problem, that we are now dropping into this valley, and the reason is because there's a lot of energy. We're pushing startups, to encouraging them to start and to go ahead and so on, but then there is very little funding, okay? And this is because by default, by definition, 90% of startups will fail, okay? And investors will only invest in the ones that are good. And at the same time, it's important to try and encourage more investors. And this is, I think, what we've been trying to do a lot, is to educate investors who are investing in very traditional businesses like the real estate and the tourism and the hospitality businesses and so on, to go and start investing in this different way and become a minority investor, take 10% to 20%. It's very difficult to convince. The money is there. It's not the lack of money, but the money is not ready to invest in these kinds of things. And at the same time, from the other side, the startups need to understand what the investors are looking for. So it's very important to focus on this, and we've been trying to do this a lot in a number of ways. Please, can you give just a few figures on how much, what is the average ticket, and how many? Yours. Well, we invest about in a ticket about $20,000 typically for 6 months, okay, and we work through the 6 months on a weekly basis with mentors. We have about 100 mentors that we involve in the process. We give them actually some equity to support this. But we really try to focus on a few, I think this is the important part, to focus on a few successes, to try and build successes, to build the confidence of the people in the ecosystem. And to attract the startup, it's important to invest in startups. I think that this is also our approach, is if you just want to support a lot of hundreds or thousands of startups, that's great, but really to get the committed ones, you need to look for the ones who you can say, I'm going to invest in you, and we want to partner together to build something. And this is I think you have to do this in parallel with events, the great events like Rise Up Summit and the Global Entrepreneurship Week and so on that's being done in Egypt. In parallel, there has to be stuff happening on the ground. So this is, I think, something. Okay. And it's just on the structure. InnoVenture is a private. Yeah, we're completely private. We are a for-profit entity. Okay. I think one of the things also we differentiate ourselves is that we're really proud of is that we're trying to go into different sectors. I think the ICT sector is saturated with a lot of investment, and a lot of this money is, we think, being wasted on things that, hundreds of companies that are excited because something it's easy to create a piece of software, or they think it's easy, but actually it's important to think of real technologies, and we want to push the investment more into the areas like the agri sector, agri-tech and fintech and energy and clean tech and so on. So this is our focus. Okay, thank you. Thank you.
Monsieur Omar Cissé, French or English? English, as you like. Let's continue in English a little bit. Okay, on English. Maybe you can briefly talk to us about your experience first on creating and developing incubators with the InfoDev. Tell me if I'm wrong. And then on, if you can give us some words on your new fund, which is the Teranga Capital. Please, thank you. Thank you. Maybe to come back a little bit on my background, as you said, I had launched some companies in Senegal, maybe 5 companies now. I used to run, I'm still running 2 of them. And, but at the we had seen that there was a big problem on companies which would not be able to grow up because of the problem that the big problem was that they did not have, the promoters had not enough experience, they don't have the place where they can set up their companies, and they don't have all the skills to grow up a company. So it was a big issue in our country. I'm talking about something like 4 years ago. Because we've noticed that, and when we discussed with the World Bank had a plan to set up an incubator in the country, and they just wanted an entrepreneur to run it. And I was selected to run this incubator, to launch it. Why an entrepreneur? Because we are in an environment which is slightly different from the environment of Morocco, in which maybe your incubator is something you know very well. But 4 years ago in our country, when we were talking about incubator, we were thinking about poultry farming. They were just thinking that you were talking about chickens or something like that. It was something very new. And we do not have enough means to invest in this kind of stuff. The government that did not understand this kind of thing. So what was innovative on this project is the public-private partnership which has been established between the World Bank, the government, and other private companies. Other private companies put money inside, the World Bank put money, and the government give the place where we can put the incubator. We are still working now with more than 30 companies each year. We had to build a self-sustainable model. That's why they wanted an entrepreneur to run it. At this moment, we are covering, let's say, more than 75% of our expenses by the money we generate, because it has to be sustainable in our country. If it is not sustainable, after 5 years, it will just disappear because the government will not put money on it. We are paid back by the revenues generated by the companies which are incubated. It looks like that this kind of model could not work, but it is working. Companies are the ones which are financing the incubator because it is a model based on the growth of the revenues. When you grow up, you pay a percentage on the growth you have done on the revenues. And of course, after 4 or 5 years, the incubator has, which is one of the best things that happen to the ecosystem. For those who have looked at the presentation of Samir this morning, who was saying that it starts from a hub. This hub was one of the things that makes the ecosystem very powerful in Senegal. Yeah? Pardon, combien d'entreprises incubées au niveau de l'incubateur de... Nous accompagnons une trentaine d'entreprises par année. Par année. Chaque année, une trentaine avec dans différents programmes. Certains restent 6 mois, d'autres restent 3 ans. Vous avez participé à la création d'autres incubateurs InfoDev ailleurs qu'au Sénégal, n'est-ce pas? Là, notre modèle a été dupliqué dans plusieurs pays. Nous avons aidé le Niger à mettre en place son incubateur qui s'appelle le CIBMEN. Et sur la base du même modèle, le Mali et la Guinée-Conakry sont en train de mettre en place leur propre incubateur. Après quelques années au niveau de cet incubateur, j'ai aussi noté que l'accompagnement ne suffisait pas, qu'on avait aussi besoin de financement. Et avec mon associé Olivier Furdel, qui est plus spécialisé dans l'investissement, que beaucoup connaissent, qui est ici et qui interviendra dans un autre modèle,
Moi qui viens avec l'accompagnement, lui avec l'investissement, nous mettons en place un nouvel outil qui va allier financement et accompagnement. Nous promettons à nos incubés, aux entreprises dans lesquelles nous allons investir, nous promettons un accompagnement de 200 heures par année. Nous avons un modèle assez hybride où nous avons levé de l'assistance technique, mais aussi nous avons des fonds d'investisseurs, dont 2 fonds d'investissement, un sénégalais et un étrangers, investisseurs et partenaires pour ceux qui connaissent, mais aussi des entreprises privées locales et des individus locaux. Donc 100% privé, il n'y a pas d'aide, 100% privé, d'argent public. disons que le fonds d'investissement est un fonds d'investissement, un des fonds d'investissement est un fonds d'investissement de l'État, donc il est public, mais il fonctionne comme des privés. L'autre fonds d'investissement est privé. Et donc nous prévoyons d'investir dans une 60aine d'entreprises. C'est un petit fonds. Nous investissons entre 75 000 dollars et 300 000 dollars par entreprise. Nous avons prévu d'investir dans 60 entreprises dans les 10 ans qui viennent et nous avons une stratégie de sortie sur 5 ans d'accompagnement. Merci. Je vais passer à la seconde partie. Monsieur Bouchéry, peut-être vous m'avez envoyé par email un peu quelques slides sur les enjeux sur 50 ans. Peut-être que ça a été déjà pris dans d'autres tables rondes précédentes, mais c'est toujours bien de les rappeler, les enjeux du continent africain sur les 50 prochaines années. Et ensuite, peut-être faire un tour de table en disant quelles sont les pistes qui permettraient de la création, il faut être modeste et en même temps ambitieux, mais sur un temps raisonnable d'un grand écosystème entrepreneurial sur notre continent. C'est Bouchéry. Ouais. Il faut vraiment que le Maroc et l'Algérie se mettent ensemble pour faire des choses, hein. Notamment d'abord pour faire fonctionner le micro. Mais c'est un bon premier pas. Hein, c'est un premier pas. Je profite de l'occasion, ça fait l'édition AGA 2.0, ça fait 4 ans que ça existe. Et sur les 3 ans, on a toujours eu des invités marocains qui ont participé grandement. Avis aux amateurs. Oui, je pense qu'aujourd'hui, et puis dans d'autres lieux, on parle d'entrepreneuriat. Je suis absolument ravi de constater l'engouement pour l'entrepreneuriat et l'engouement de la nouvelle génération pour l'entrepreneuriat. Je crois qu'il est important quand même aussi de prendre un peu de recul par rapport à ça et mettre les choses en perspective pour se dire que l'entrepreneuriat n'est pas une mode, c'est pas un luxe. Pour l'entrepreneuriat, c'est pas un luxe, c'est un impératif. Mais c'est vraiment un impératif vital et je vais essayer de m'expliquer en 2-3 minutes. Moi, ma réflexion sur l'entrepreneuriat en Afrique, elle commence par la prospective démographique. Je commence toujours par là. Et vous savez que dans les sciences sociales, il y a très peu de choses, les sciences sociales sont un peu molles, il y a peu de choses qu'on peut affirmer à coup sûr. En revanche, la démographie, c'est la science sociale la plus exacte. Et donc en 2050, nous savons qu'il y aura 2,4 milliards d'habitants en Afrique. 2,4 milliards. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à 1,2 milliard, quelque chose comme ça. 2,4 milliards. Sur ces 2,4 milliards, on aura en Afrique 46% en Afrique de la jeunesse mondiale. La moitié des Africains en 2050 auront moins de 18 ans. Et la majorité des Africains, plus de 60%, je n'ai pas les chiffres précis en tête, vivront en milieu urbain. C'est ça l'Afrique de 2050. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence que ces 2,4 milliards d'Africains auront besoin de services de base, c'est-à-dire l'alimentation, le logement, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'hygiène, propreté, l'éducation, la santé et j'en passe. La demande sur ces services va être très grande. Et qui va répondre à cette demande? On sait aujourd'hui que le secteur public, on le sait déjà aujourd'hui, hein, avec la démographie existante, on sait déjà aujourd'hui que le service public n'est pas capable, à lui tout seul. Au Maroc, on fait un peu, on se débrouille un peu, hein, quand même, mais même au Maroc, le service public n'arrive pas à répondre à ses besoins de base. Ça sera encore, hein, imaginez ce que ça sera en 2050 quand on aura 2,4 milliards. Alors, le secteur public ne peut pas être la solution.
les ONG internationales, on va dire l'État ne peut pas être la solution, la charité ne peut pas être la solution. Je veux dire, les Africains ne pourront pas compter sur les ONG internationales pour venir régler ces problèmes ou les aider sur ça. Elles font de leur mieux, elles aident, elles sont une force d'appoint, mais le salut de l'Afrique ne viendra que d'elle-même et de ses entrepreneurs. Et il faudra que les entrepreneurs africains s'emparent de ces questions-là, y appliquent les meilleures technologies, les meilleurs business models pour répondre à ces services de base vitaux de leurs concitoyens. Pour ça, il va falloir quand même que les entrepreneurs africains se débrouillent pour trouver des business models créatifs, pour faire, parce qu'il faut quand même avoir beaucoup d'imagination pour trouver des solutions, parce que l'écosystème est malheureusement encore relativement peu développé faible, par rapport. Il faut dire le mot. Voilà. Mais justement, les clés, qu'est-ce qui, dans les expérimentations, d'abord en Afrique, là où elles existent, et ailleurs, qui doivent à tout prix servir de base pour commencer à créer cet grand écosystème. Typiquement, vous avez cité, par votre expérience, on voit bien, c'est une structure universitaire, d'excellence, privée, qui à un moment donné prend ses responsabilités sur ça. Est-ce qu'on en a en Afrique? Il y en a vraiment, mais très très rare. Moi, j'ai eu l'occasion de voir, mais vraiment, c'est très très rare. Dans de rares pays africains, vous avez une initiative privée de ce type-là. Moi, je pense que ça commence d'abord par l'éducation. Ça commence par l'éducation, c'est-à-dire que si 100% des jeunes Africains s'approprient complètement cet impératif entrepreneurial, il y aura une fraction qui passera à l'acte et qui fera des choses. Et c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. Moi, j'ai quitté le Maroc il y a 32-33 ans et je me dis aujourd'hui, mince, j'ai fait une école de commerce, je ne vais pas la nommer, à l'époque c'était la seule publique disponible. 4 ans dans une école de commerce sans avoir entendu parler du mot entrepreneuriat. Mais c'est incroyable. Enfin, aujourd'hui, heureusement que les choses ont beaucoup changé. Startup Maroc joue un grand rôle là-dessus, pas les seuls, mais... Heureusement. Donc ça commence par là. Et puis ensuite, je pense que la spécificité de l'acte entrepreneurial dans un contexte comme le contexte africain, c'est que vraiment, il faut trouver le moyen, comme diraient les Américains, do it yourself. Quelqu'un tout à l'heure dans un autre panel a parlé, je crois que c'était je ne me rappelle plus de son nom, il est celui qui a travaillé sur les écosystèmes africains, et il a dit les écosystèmes africains qui se mettent en place, Samir Abdelkarim, il a dit les écosystèmes africains se mettent en place dans une logique organique, c'est-à-dire bottom-up. On ne peut pas compter encore aujourd'hui sur l'État, sur les institutions, parce qu'il n'y a pas que l'État, d'autres institutions pour faciliter le travail ou pour devancer les besoins des entrepreneurs. Il faut créer cette communauté d'entrepreneurs, cette communauté d'entraide entre entrepreneurs. Moi, je vais mentionner, parce que je parle peut-être un peu trop, mentionner juste une initiative quand même qui mérite d'être connue et qui pourrait être, comme dirait l'autre, un peu paradigmatique. C'est un grand entrepreneur nigérian qui a apparemment bien réussi. Tony, alors c'est Emu Loulou. C'est bien ça, Tony Emululu, c'est un entrepreneur nigérian qui a annoncé il n'y a pas longtemps qu'il met 100 millions de dollars pour soutenir, investir dans des projets africains porteurs non pas seulement d'une promesse de création de valeur de profit, mais aussi porteur de solutions sur les problèmes là que j'étais en train de mentionner. Il nous faudrait quoi? Un Tony, imaginons ce que ça serait, un Tony par pays africain. On a combien de pays? Alors il y aurait peut-être des grands Tony et des petits Tony, parce que voilà. Mais si des entrepreneurs africains redonnaient un peu et remettaient collectivement $1 milliard dans le soutien à l'entrepreneuriat, on pourrait peut-être quand même changer d'échelle. Merci. Soumia, je vais te demander la même chose, basée aussi bien sur ton expérience au Maroc, sur les transformations qu'il y a, que ce que tu as vu à travers les différents pays africains, les initiatives qui seraient intéressées aujourd'hui d'accélérer, en fait, et qui pourraient, à terme, créer ce grand écosystème. Écoutez, d'abord, je voudrais quand même le dire, abonder dans le sens de ce que vient de dire M. Bouchiri, 2 facteurs importants, la formation, et ce qu'il a dit qui est très important, c'est le financement. On va dire, c'est même pas du financement à risque,
c'est des grands, enfin, on va dire, c'est des fonds dédiés pour promouvoir des solutions nouvelles, entrepreneuriales, et qui sont là à ne pas calculer quel taux de perte elles vont faire à la sortie. Donc c'est vrai que ça, c'est deux choses qui sont extrêmement importantes. En parallèle à ça, moi, je ajouterais identifier les best practices en Afrique. Et aujourd'hui, il y en a. Il y en a, ben, ils sont là déjà parmi nous. J'ai eu l'occasion d'organiser au mois de mai dernier le prix d'innovation en Afrique et nous en avons vu aussi. Et aujourd'hui, prendre ces best practices, les lier ensemble, les mettre en network et avec ce network, créer ce premier écosystème africain et l'accompagner et le dupliquer dans d'autres pays. Ça, c'est pour moi un des facteurs de succès. Le deuxième, c'est accompagner la dynamique entrepreneuriale en Afrique, tel que cet événement que nous voyons aujourd'hui. Il y en a un autre la semaine prochaine. Il y en avait d'autres les semaines qui précédaient, d'autres qui vont venir. C'est important. C'est important, c'est extrêmement important, parce que c'est comme ça qu'on crée cette dynamique entrepreneuriale, c'est comme ça que l'on crée ces networks, et c'est comme ça que l'écosystème se met en place. Et bien entendu, accompagné par des compétitions au niveau régional, parce que ces compétitions vont faire naître l'envie d'entreprendre, vont susciter cette envie d'entreprendre et vont permettre à ces jeunes de se faire connaître au niveau régional et d'aller vers des fonds d'investissement. Troisième élément pour moi, c'est ces fonds régionaux, des fonds régionaux qui se mettent en place. On en a vu, on a rencontré l'AIF, qui est, typiquement est un grand fonds au niveau de l'Afrique qui finance l'innovation, qui accompagne l'entrepreneuriat, mais il pourrait y en avoir d'autres qui viendraient également accompagner ce genre d'initiative. Et je pense que ça, c'est des facteurs clés qui sont à même de développer l'écosystème entrepreneurial en Afrique et de le rendre plus efficient. Voilà, merci. Je vais demander si Hicham Wahbi, African ecosystem. First, do you have some of your entrepreneurs that you incubate that have business on more than one country in Africa, more than Egypt and other countries? And is it something that is on your strategy or at the Egyptian level, and how you see it? First? Sure. So we don't have any now investments outside of Egypt. We're definitely focusing first on to create something successful there and then to start and replicate it. But definitely it's part of what we would hope that we can expand into neighboring regions like Africa and also in the Middle East. But definitely it's very important, and I'm of course not completely sure what everyone else, my colleagues, talked about because of the language. But I heard you talked about best practices. I think this is very important to share things together, to have venues, to have events, to have things where we can share best practices, but also best ideas and best technologies to share the businesses. I think if you look at the most successful startups globally that were based in the US or in Europe, the reason why they are successful, or one reason why they are successful, is because of this huge market that they have in the North America. And I see a lot of startups, I hear about startups in different parts of Africa which are doing things very similar to each other. So why aren't they, it will be a much more successful thing if you have these technologies being implemented in different, especially because there are lots of shared problems across the continent, across Africa. So if we're able to find some way that we can have startups penetrate these markets, to share the experiences and to exchange and to have franchises, to have licensing, other ways in which we can have, so if I want to start something in solar energy, for example, and someone is already doing this in Kenya or wherever, why not I take that technology and just do it in Egypt instead of starting from scratch? So I think this is one thing that we can talk about. Thank you very much. Monsieur Cissé, je vais vous demander d'être court, comme ça on prend au moins une ou deux questions, il ne nous reste plus beaucoup de temps, sur cette notion. Vous en avez déjà un peu parlé, hein, ne serait-ce que sur InfoDev, comment vous travaillez sur différents pays, mais comment vous le voyez vous-même, hein, si on donnait une baguette magique, est-ce que c'est, et là je vais passer les questions même directement, la priorité, est-ce que c'est
des best practices gouvernementales ou paragouvernementales, un type Banque mondiale qui peut venir avec des initiatives, ou est-ce qu'il faut essayer de pousser à ce qu'il y ait des initiatives privées de gens qui auraient réussi, des entrepreneurs africains qui prendraient leurs responsabilités et se lanceraient dans de l'investissement dans des entreprises. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup en l'initiative privée, mais beaucoup aussi au modèle de partenariat public-privé, mais avec un leadership fort du secteur privé. Très souvent, chez nous, le privé n'a pas les moyens tout seul de dérouler ce type d'initiative. Et ce qu'il faudrait, c'est aller vers des outils innovants comme aujourd'hui, si je prends l'exemple du financement, si on reste sur ce domaine-là, l'exemple précis que je peux donner, c'est l'exemple de nos partenaires qui s'appelle Investisseurs et Partenaires, dont on avait parlé. Aujourd'hui, tout le monde sait que les petits tickets, les PME, les toutes petites entreprises ont besoin de financement et ils ont besoin de petits tickets. Malheureusement, les petits tickets pour un fonds d'investissement ne sont pas rentables. Et donc, personne n'ira, en tout cas très peu de structures vont créer des fonds d'investissement pour investir dans les PME. On a besoin, à un certain moment, de mutualiser ce type d'outils, de les mettre à un niveau régional. Aujourd'hui, IEP intervient par exemple sur 10 pays. Mais pour que ce type de dispositif puisse marcher, il faut que les bailleurs, d'autres partenaires puissent venir accompagner avec des dispositifs complémentaires. Ce sont les dispositifs d'assistance technique. C'est les dispositifs qui permettent de couvrir les overheads, comme quelqu'un disait tout à l'heure. Et je pense que ce type d'initiative gagnerait à être vulgarisé. Encore une fois, oui, partenariat public-privé, oui, mais oui au leadership du secteur privé. Okay. C'est Karim, la même question. Hein, c'est difficile d'ajouter quelque chose, parce qu'ils ont dit presque tout, mais moi je pense que ma vision de la chose, c'est je vais être rapide, c'est enlever les frontières. Vivre virtuellement, puisqu'on est dans l'e-commerce et tout ça. Enlever les taxes entre un pays et un autre dans le cas de transfert d'argent, parce qu'en fin de compte, celui qui reçoit l'argent va l'utiliser chez lui et indirectement va payer d'autres taxes sur les achats. Et c'est-à-dire en dernier, j'ai appris beaucoup de choses ici, l'année comme ça. Il faut que l'État, c'est-à-dire tout ce qui est public, donne tout ce qui est basique. Parce que dans certains pays, même la moindre des choses banales, je dirais comme chez nous, le paiement en ligne n'existe pas. Il faudrait que l'État donne les bases et laisse le privé se débrouiller. Parce qu'un jeune, je vous cite des exemples, en Algérie, il y a des jeunes entrepreneurs qui ont trouvé des financements indirects avec une acrobatie pour avoir des financements des États-Unis, d'autres pays. Alors qu'en réalité, ce n'est pas légal parce qu'il n'y a pas de réglementation sur ça. Voilà, c'est-à-dire libérer les choses, laisser les gens travailler et rester loin de nous. Merci. Dernier mot, mais s'il y a une ou deux questions... Oui. Attends, je vais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une petite intervention, une ou deux questions ou pas? Je ne vois pas bien. J'en vois une, deux. Je ne vais pas en prendre... J'en prendrai que deux parce qu'ils nous ont dit le temps. Ça, si on peut rajouter 2 minutes. Allez, on rajoute 2 minutes, j'en prends 3. Il y en a 3 qui ont levé la main comme ça. Un tout dernier mot rapide pour compléter comme le tableau. On parle de l'accès au financement et c'est important. Mais je ne voudrais pas que ce panel se termine sans qu'on parle de l'accès au marché, de l'accès à la commande. Aujourd'hui, les entrepreneurs marocains et africains ont besoin que les donneurs d'ordre privés et publics, je ne dis pas que publics, privés et publics, leur donnent une chance, leur fassent confiance. Et puis une fois qu'ils leur ont passé des commandes, ils leur ont passé des marchés, après il y a la question des délais de paiement. Et qui est une question majeure qu'il faut absolument traiter si on veut que l'écosystème soit digne de ce nom. D'accord. Mais je vais prendre la question et je vous donnerai la parole. Allez-y, madame. Thank you. I have two questions. The first one to InnoVenture. You mentioned that 90% of startups failed, and I assume that you are scrutinizing the right one to see which are the most promising. And so my question is, what makes those 90% fail? Because I assume that there is a certain kind of common scheme that you are avoiding when you are choosing the one in which you are investing. And the second question will be to the one at ISEC Venture. And oui, ma question c'est, est-ce que... You can put it in English or French, whatever. Okay, English. Yeah. So yeah, I was like, what kind of startup do you
take in this kind of ESSEC Ventures investment? Okay. Thank you. Je vais prendre les deux autres questions et on répondra après. Il y avait un monsieur là qui est au milieu, qui a levé la main, et un troisième. Et troisième, c'est au fond. Je suis désolé, mais je sais que je remets. Pardon. Parce qu'on n'a plus le temps, il ne reste que 2 minutes. Donc. Bonjour, je me présente, je m'appelle Hamza Charid-Ouazin, je suis étudiant à l'ISKE. Ma question, c'est pour Monsieur Hamid Bouchikhi par rapport à ESSEC Ventures. Je voulais juste vous demander, est-ce qu'à votre avis, un tel concept est applicable pour une structure publique au lieu d'une école privée? Merci. La dernière question. C'est au fond, le monsieur... Ok, donc je vais la poser en français. Première question pour Monsieur Bouchikhi. Une seule question, s'il vous plaît, parce que j'ai rajouté une question. Faites-la. Okay. Bah, c'est une question et une remarque. Allez. Donc, première question pour Monsieur Bouchikhi, c'est alors, vous avez parlé de 2,4 milliards d'habitants en Afrique en 2050. Aujourd'hui, il y en a 1 milliard, dont 750 millions qui n'ont pas accès à l'eau. Je demandais en fait qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui justement et que fait l'ESSEC pour l'éducation de ces personnes-là, enfin qu'ils aient accès déjà à l'eau, et puis qu'ils aient accès à l'éducation avant d'avoir accès à l'argent. Et la deuxième remarque, c'est pour Madame Soumia. Félicitations déjà d'être là, parce que vous êtes la seule femme depuis le début, et la dernière, parce qu'il n'y en aura pas après. Et dans cet écosystème-là, des startups africaines, il y a beaucoup d'énergie aujourd'hui, mais je pense que ça manque aussi de femmes, et il faut un peu... que ça vienne d'elles et qu'il y ait un peu d'énergie en fait qui vienne grâce à ces femmes-là. Voilà. Elle était bonne la remarque, mais il y a plein d'entrepreneurs femmes. C'est bizarre hein, que dans les panels, d'habitude, il y a pas mal de femmes. Et notamment l'association Startup Maroc a organisé une session spécifique d'un Startup Weekend, je ne sais pas où est Zineb ou Naufel, pour doper encore plus. Mais il y a des entrepreneurs femmes. Mais c'était une bonne remarque. I'll start with you, please, okay. If you could answer. Okay. So the question about what makes them fail. What makes them fail. And this number, to be clear, the 90%, this is 90% of technology startups, okay? So people doing very innovative things with technology. And we are lucky, we try to find the ones that are better, but we are lucky if we make that number, instead of 90, we make it 85 or 80, then we're very happy. But the reasons why, there are some studies, and I think one study says that 67% of startups that fail because of a bad team, because the team is not able to work together, they don't have the right people. So we really focus when we're selecting startups on having the right people, the right commitment, that they're committed and they really want to work on this and passionate about it and have the experience and so on. So this is one answer. And another answer that is interesting, less than 2% fail because they don't have money, they don't have funding, okay? So funding is not really the reason, okay? But anyway, we try to fund them so that we make them faster, but that's also the reason why when we look for startups, we want to look for the ones that will be successful with us or without us, because we are not really the reason why they succeed or not. Si Bouchikhi, sur les deux questions en même temps, si vous pouvez y répondre. Oui, alors, quel type de projet nous cherchons à accompagner par le fonds ESSEC Ventures, parce que ESSEC Ventures, ce n'est que le fonds, hein, le dispositif, il est beaucoup plus large que ça. Nous cherchons d'abord, pour être éligible, il faut être étudiant dans un de nos multiples programmes. Donc c'est vraiment pour nos étudiants entrepreneurs. Deuxièmement, il faut nous avoir fait la démonstration parce que nous, avant qu'ils se présentent, avant qu'ils soient candidats à l'investissement, on les a vus grandir dans le programme, dans nos cours, on les connaît. Quand ils se présentent, on sait qui ils sont. Et ce qui nous intéresse, c'est leur sérieux, leur motivation. Est-ce qu'ils sont capables de consacrer le temps qu'il faut pour faire décoller quelque chose? Franchement, des fois, nos décisions, on les prend en 10 minutes. Hein. Fondamentalement, le comité prend des décisions en 10 minutes. Des fois, nous ne sommes pas convaincus du business model, du modèle économique. Mais nous sommes convaincus de l'opportunité. On se dit, il y a quelque chose à faire dans cet espace. Le modèle économique initial ne nous convainc pas, mais ils trouveront le bon modèle économique.
Bon, est-ce qu'on peut faire ça, ce genre de fonds dans un organisme public? Je suis désolé, je ne connais pas bien le droit et encore moins le droit marocain, mais le droit est un champ de créativité absolument fantastique et quand bien même un institut public ne pourrait pas créer ou être actionnaire d'un outil d'investissement comme ça, quand bien même il ne pourrait pas, rien ne lui interdit de susciter une initiative privée sur laquelle il va pouvoir s'adosser pour faire ce qu'il ne peut pas faire en tant qu'organisme public. Donc là, moi, je pense que l'argument juridique n'est pas forcément, il n'y a pas forcément d'obstacle insurmontable juridique. Et puis, je conclurai quand même en essayant de répondre à l'interpellation sur les 750 millions d'Africains qui déjà aujourd'hui n'ont pas accès à l'eau, c'est vrai. Je sais, il y a peut-être 500 millions ou un peu plus qui n'ont pas accès à l'électricité aussi. Donc on est d'accord, il y a des besoins immenses. On ne parle pas de la santé, on ne parle pas d'éducation. Quelqu'un, c'était toujours Karim Abdeslam qui nous disait qu'à Lagos, il n'y a même pas de service de collecte de déchets urbains, tout ça. Donc, mais si moi, mon message aujourd'hui consiste à dire ça, c'est des opportunités pour les Africains. Ça, c'est pas le problème de l'ESSEC, si je peux me permettre. Ça, c'est un problème africain. Maintenant, si vous voulez que je vous dise à peu près ce qu'on fait, nos étudiants européens, majoritairement, sont extrêmement impliqués sur toutes sortes de projets, d'initiatives en Afrique. Je citerai qu'un seul. Il y a un de mes anciens étudiants qui est en train de développer un service d'accès à l'électricité quelque part au Kenya. Ce n'est pas une initiative de l'école, mais on l'a accompagné là-dessus. Moi, je pense que c'est Bouchekhi. Voilà. You got it. Merci. J'avais un dernier mot. Vous m'avez demandé tout à l'heure. Pour répondre au monsieur, juste une citation. Quelqu'un a dit « Chaque problème africain est une idée d'entreprise ». Merci. Merci beaucoup. Et je crois qu'il y a un panel qui vient qui sera aussi intéressant. Merci encore. Au revoir.